Bon, alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle réflexion sociodynamique. Donc nous sommes toujours au niveau 1, ce qu'on appelle l'action de la sociodynamique, et je vais vous partager mon expérience sur ce qu'on appelle l'engagement. Je suis toujours Olivier Lamont, gardener à World Garden of Brave People. Alors, donc, vous vous rappelez que notre enjeu, c'est de faire qu'on ait un maximum d'alliés pour soutenir notre projet. Ce qui fait la réussite du projet, c'est la mobilisation des acteurs. Comment fait-on pour augmenter la synergie des acteurs et en particulier passer ce qu'on appelle la ligne bleue, c'est-à-dire celle qui va transformer un acteur qui fait plus ou moins ce qu'on lui dit en un acteur qui prend l'initiative, qui fait quelque chose qu'on ne lui a pas demandé en faveur du projet. Alors, avant de démarrer sur les solutions que j'ai développées avec l'expérience, d'abord, mettons-nous d'accord sur le mot engagement. Parce que ce mot est un mot valise comme beaucoup des mots qu'on utilise en français. L'engagement, par exemple, pour les télécoms, c'est quand vous êtes coincé. C'est-à-dire que vous êtes engagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez accepté un contrat, un abonnement de téléphone pendant 2 ans. Bah, ça, vous êtes engagé. Donc c'est coincé en fait, c'est pas engagé. C'est comme dans l'armée. Dans l'armée, on dit ah bah, il s'est engagé dans l'armée, c'est-à-dire qu'il a signé un contrat pour rester pendant 5 ans. Ça, c'est une première idée qui est, c'est pas ça dont on parle. C'est pas cet engagement-là qui est une contrainte extérieure qu'on s'est donnée. Aujourd'hui, c'est l'inverse un peu qui se développe, c'est toute une idéologie de la participation. Voilà. On cherche l'accord des gens. Voilà, on ne va pas faire quelque chose contre les gens. Donc, on va les faire voter, par exemple. Ce qui développe une culture de consommateur. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'engagé, c'est quelqu'un qui vous dit « je suis d'accord ». Ok, je suis d'accord pour faire ça. Ou au contraire, je ne suis pas d'accord. Ça développe une idée, une culture du fauteuil. Je suis dans mon fauteuil avec mon bouton et puis je dis bon non là t'es pas bon, pouf, je change. Alors on le voit bien en matière politique où aujourd'hui on change ses dirigeants facilement. Oh ben non il est pas bien, il était pas bien, je l'avais choisi mais il n'était pas bien. On obtient une société de consommateurs. On comprend bien que nous qui nous occupons de réaliser des projets, de faire réussir des projets, c'est pas avec des consommateurs qu'on peut réussir. C'est avec des acteurs qui agissent. Alors comment faire? Alors ce qu'on appelle l'engagement sociodynamique, c'est la différence qu'il y a entre un plus 2 et un plus 3. Alors par exemple, ah bon, je m'abonne, je suis plus 2. Voilà, on m'a fait une proposition, je dis ok, je m'abonne. Plus 3, c'est je garde mon téléphone plus d'1 an. Mon abonnement me permet de changer de téléphone tous les ans, mais je vais le garder pour des raisons qui me sont propres. Ah bah oui, là je suis plus 3. Je regarde les forums. Bah oui, j'ai des problèmes, je regarde cette vidéo par exemple, je regarde les forums. Ça c'est plus 2. Par contre, je participe au forum, ça c'est plus 3. Je participe, c'est-à-dire que je fais quelque chose qu'on m'a pas, je suis pas obligé de le faire. Je viens à la manif. Ou j'organise une manif. C'est pas pareil du tout. Je vote. Bah, c'est déjà un effort. On peut pas dire que voter, c'est pas comme ne pas voter. Il y a beaucoup de... Aujourd'hui, dans les élections régionales, on constate qu'il y a un très faible taux de participation. Donc voter, c'est déjà de la synergie. Mais ce n'est pas distribuer les tracts, par exemple, pour que les gens viennent voter. Quelqu'un qui distribue les tracts est plus engagé dans l'action.
Je viens à une réunion où j'organise la réunion. J'ai fait une réunion d'information, bah je viens à la réunion d'information, c'est déjà pas mal. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que tu dises, oh, c'est tellement intéressant, c'est tellement puissant que je vais réunir l'ensemble de mes copains et tu vas venir expliquer ce que je dis. J'organise la réunion. Donc on voit bien, ce dont on parle, c'est de l'engagement, de l'initiative que on a. Donc c'est ce qu'on appellera un comportement. Et ce comportement, c'est il fait plus que ce qu'on lui demande. Pour le projet. Et il y a une notion qui est importante à se rappeler, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Il persévère. Persévère. Il persévère dans sa volonté de soutenir le projet. Il ne va pas s'arrêter à la première difficulté venue. Alors, comment est-ce qu'on obtient cet engagement? Donc, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, ce qui est faux. Ce qu'on a appelé par ailleurs des croyances limitantes. Pourquoi? Parce que ce sont des croyances qu'on obtient quand on demande leur avis aux gens en début de séminaire. On leur dit, bah alors qu'est-ce que vous pensez? La première chose que les gens disent, c'est, ah ben non, mais de toute façon, c'est pas compliqué, c'est inné. Il y a des gens qui sont engagés, ils ont une énergie fondamentale, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas engagés. La preuve que ça c'est pas vrai, c'est qu'il suffit de regarder l'ado qui est dans votre salon. Cet ado là qui a l'air tout mou, qui ne fait rien, en fait, il passe des heures en jeu vidéo. Et donc, le jeu vidéo, ça demande de l'engagement. Hein. Donc, ça veut dire qu'il est engagé pour certains sujets, le jeu vidéo, et par contre, il n'est pas engagé pour les tons de la pelouse. Donc, on voit donc bien que c'est pas inné. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont plus actifs que d'autres. Il y a des gens qui dorment 5 heures par nuit. C'est sûr que quelqu'un qui dort 5 heures par nuit, il a 3 heures de plus pour travailler pour le projet que quelqu'un qui dort 8 heures. Mais n'empêche que ce n'est pas inné. On voit que ça dépend de quoi il s'agit. Deuxièmement, deuxième idée, deuxième croyance limitante, c'est que c'est rationnel. Si on soutient un projet, c'est parce qu'on pense qu'il est bien. Alors là, c'est plus difficile. Ce que vont chercher les gens, c'est ce qu'on appelle l'argument qui tue. Ah oui, non mais ça, ce qu'il va falloir, c'est travailler votre communication. Hein. Donc, on nous appelle pour faire une bonne communication qui va vraiment marquer les esprits. Alors là, je vais être obligé de prendre un exemple du domaine connu, ce qui est l'un des premières publications qui a été faite dans ce domaine-là par Kurt Lewin, et ça devait être dans les années 40, c'est-à-dire à l'époque les États-Unis étaient en guerre, et donc il fallait convaincre les Américaines, puisqu'à l'époque c'était les Américaines qui faisaient la cuisine, qu'il fallait utiliser ce qu'on appelle des bas morceaux, c'est-à-dire le contraire du steak. Or, l'américaine de base faisait son steak, le célèbre steak américain avec des frites, ou des pommes plutôt, des pommes sautées. L'enjeu, c'était de lui apprendre lui faire transformer son comportement de façon à ce qu'elle utilise des bas morceaux, et donc ça optimise les richesses du pays pour, face à l'ennemi, avoir plus de pouvoir envoyer de la viande aux boys. Pour obtenir ce résultat, les autorités ont lancé tout un vaste processus de conférences avec des experts qui venaient expliquer tout l'intérêt nutritif qu'il y avait dans les bas morceaux, la différence de prix considérable, et quelles étaient les recettes qu'on pouvait utiliser, qui étaient faciles à faire, et qui permettaient d'utiliser des bas morceaux au service des boys. Très intéressant, donc le fait est que ces conférences ont raté leur objectif. C'est-à-dire que globalement, on s'est aperçu au bout de quelques mois de travail que ça ne changeait absolument pas le comportement des acteurs. On a appelé un gars qui s'appelle Kurt Lewin, qui est un espèce de gourou du secteur à cette époque-là, un gourou du domaine scientifique,
Et il a commencé par mettre en place des outils de mesure. Et il s'est aperçu qu'effectivement, dans ces conférences, quand on faisait une conférence avec un expert, les ménagères étaient convaincues. C'est-à-dire qu'on voyait que le rationnel avait marché. Que le rationnel avait fait que à la fin, elle disait, bah oui, les bas morceaux ont de l'intérêt. Mais quand on a mesuré au bout de 2 mois, est-ce qu'elles utilisaient des bas morceaux, on constatait que le résultat était pathétique, genre quelques pourcents. Et donc, Kurt Lewin a changé le protocole et il a dit, bon, on va pas mettre des experts, on va mettre des animateurs. Donc, l'animateur commençait par faire un petit exposé rapide en racontant ce que disaient les experts d'ailleurs, en utilisant ces supports, donnant les arguments, ceci dit. Et puis ensuite, lancer un débat avec les ménagères sur comment peut-on faire, c'est quoi les difficultés, comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut faire. Et à l'issue de ce débat, demander de manière explicite devant tout le monde aux ménagères qui étaient là, quelles sont celles qui veulent essayer, quelles sont celles qui sont prêtes à faire un test de bas morceaux dans les semaines qui viennent. Voilà. Et comme ça, vous pourrez nous dire, bah, c'est quoi ce que vous avez obtenu, est-ce que ça a marché, pas marché. Et effectivement, au bout de 2 mois, à partir de ce protocole, ils ont mesuré quel était le taux de ménagères qui avaient cuit des bas morceaux. Et on constatait que ce taux était passé à 30%, c'est-à-dire de quelques pourcents, on était passé à un tiers de la population qui avait utilisé des bas morceaux. Donc on voit que le rationnel n'avait pas marché. Ce qui avait marché, on va le revoir dans 2 minutes, c'est l'action, la mise en action des acteurs et en commençant par ce qu'on appelle un amorçage, une décision publique devant tout le monde. Le troisième croyance limitante qui existe, évidemment, c'est « Ah non, mais ça s'achète ». C'est-à-dire que bah, c'est pas compliqué. Si vous voulez que les gens fassent quelque chose, bah, il suffit de leur donner un avantage. Augmenter le salaire, faites une prime. C'est à peu près pareil que ça se contrôle. Mettez des gendarmes. Voilà, mettez un gendarme, et il va lui voir. C'est vrai, c'est exact. Alors là, je vais donner un autre exemple qui est celui aussi hyper classique dans le domaine, qui est celui d'une université américaine qui a fait travailler sur les grandes manifestations étudiantes des années 60, dans lesquelles la police avait eu un comportement un peu violent, comme toujours aux États-Unis. Et il a fait, donc on a pris un cheptel d'étudiants, comme ils font très souvent aux États-Unis, on a pris un cheptel d'étudiants, et sur ce cheptel, on l'a divisé en deux, et on a demandé à une partie du cheptel d'écrire des articles, pour des raisons qu'on a données, en faveur de l'intervention de la police. Et sauf qu'à une des parties des étudiants, on ne donnait pratiquement pas de rémunération, hein, on leur demandait de le faire pour le bien de la science, alors que pour la deuxième partie, on rémunérait les acteurs et les étudiants. Et ensuite, on a regardé, est-ce que les étudiants avaient changé d'avis, avaient changé de position par rapport à ces manifestations et par rapport à l'attitude de la police quelques semaines après. Et on a constaté que ceux qui étaient rémunérés pour écrire des articles en faveur de la police étaient toujours aussi contre l'intervention de la police, alors qu'une bonne partie de ceux qui étaient rémunérés pour montrer que la police avait eu une position compréhensible avaient basculé plutôt en faveur de la police. Donc, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire que ceux qui ont fait un acte qui tendrait à montrer qu'ils ont exprimé une position vont prendre cette position s'ils n'ont pas une excuse, une raison pour dire non mais c'est normal que je l'ai pris puisque j'ai été payé pour le faire. Il faut quand même que je nourrisse ma famille, que je nourrisse mes enfants, que je paye mes études, et donc je l'ai fait, mais je n'ai pas pour autant changé d'avis. Donc cet exemple montre que en réalité les choses ne s'achètent pas. Il y a de nombreuses études qui ont montré que la rémunération est démotivante. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la rémunération permet d'obtenir une action, ou le contrôle. Si je mets un pistolet sur la tempe, ça va marcher, tu vas effectivement faire ce que je vais faire. Par contre, ça ne va pas engager dans la durée, c'est même le contraire. Dans la durée, je vais au contraire, le peu de motivation que j'avais, je vais le perdre. Je vais recevoir l'argent, par exemple, et ensuite je ferai autre chose. La quatrième
croyance limitante est plus subtile, c'est moral. Ah ben non, mais c'est comme ça qu'est l'homme. Hein, c'est moral, c'est éthique, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Alors, ça se matérialise par quelque chose que tout le monde dont tout le monde a entendu parler, qui est ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Alors, Maslow donc, était un théoricien de l'époque qui parlait beaucoup de management et qui disait non mais si vous voulez motiver les salariés à faire des choses extraordinaires, il faut commencer par vérifier que leurs besoins physiologiques sont réglés, c'est-à-dire que la base c'est de survivre, donc manger, boire, avoir de ensuite, une fois que ces besoins physiologiques sont réglés, alors il faut régler leurs besoins de sécurité. Quelqu'un qui est insécure ne va pas être motivé, ne peut pas faire des choses. Ensuite, vous avez passé un besoin d'appartenance. Les gens ont besoin d'appartenir à un groupe. Bon, bah donc, vous allez montrer qu'ils sont protégés par ce groupe, etc. Ensuite, il y a un besoin d'estime, mais je te reconnais comme membre du groupe. Et ensuite, à ce moment-là, vous pouvez effectivement les engager dans l'action. Ce schéma a eu un succès absolument planétaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de formations au management qui commencent par le diagramme de Maslow. Le seul problème qu'il y a dans ce diagramme, c'est qu'il n'est absolument pas scientifique. Au contraire, un nombre d'études considérable a montré qu'il était totalement faux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pour des raisons qu'ils vont considérer comme supérieures, supraordinales, comme on dit, presque mourir. La preuve, les attentats du 11 septembre. L'attentat du 11 septembre, ce sont des gens qui étaient formés, qui savaient piloter un avion presque, qui avaient une compétence, ce ne sont pas des crétins, et ils ont préféré mourir parce qu'ils croyaient à certaines choses. Et donc enfin, c'est un exemple un peu extrême et peut-être un peu polémique, mais ceci dit, vous voyez l'idée. Et il y a eu un nombre d'études extrêmement importantes. Par exemple, pourquoi est-ce que quelqu'un fait du marathon? C'est incompréhensible. Le marathon, c'est de la souffrance absolue, parce qu'on veut pouvoir se prouver à soi-même qu'on est capable de faire un marathon. Donc, c'est moral, donc là, ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, qui a fait florès chez beaucoup de gens et qui nous casse un peu la baraque souvent, c'est ce qu'on appelle une croyance limitante, une fausse croyance. Bon, bah alors, ok, d'accord, bon, c'est pas ça. Bon, c'est dommage parce que ça me paraissait évident. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on va faire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour engager les acteurs? Alors, évidemment, là, je rentre dans une partie délicate parce que, évidemment, ce n'est pas ce qu'on apprend dans les écoles. Alors, donc je prends des précautions oratoires pour m'expliquer que tout ce que je raconte, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est plutôt le domaine scientifique, ce qu'on appelle la sociologie de l'engagement. La référence française, c'est Robert Vincent Joule avec la soumission librement consentie, dont j'ai tiré à peu près la totalité de ce que je vais vous présenter parce que c'est assez classique. Il y a très souvent les auteurs américains, mais il se trouve que nous en France, on a une chance folle, on a un expert mondial français qui parle français et qui par ailleurs est super sympa. Alors, comment engager vraiment? Alors, Robert Vincent Joule nous dit, voilà, il y a 3 points clés. Je simplifie, puisque bien entendu, c'est quand même un peu plus subtil que ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire ces bouquins. Il y a 3 points dont il faut se rappeler. Premièrement, actionner. Nous venons de le voir, obtenir une action d'un acteur, marquer et renforcer. Donc, actionner, c'est pas compliqué, on vient de le voir avec l'histoire des bas morceaux. Ce qui va engager l'acteur, c'est le fait qu'il va se mettre dans un processus par lui-même, autonome, par lequel il va s'engager face au groupe, bien sûr, il l'a pas fait dans un petit coin sombre en disant non, bon, ok, j'ai bien compris, je vais le faire. Non, il l'a fait devant tout le monde, il s'est engagé, et ensuite il l'a fait. Et en le faisant, il s'est convaincu lui-même, c'est ce qu'on appelle une construction cautionnante, c'est-à-dire une structure de croyance qui va se mettre en place, il va par l'action adopter cette position. Donc l'enjeu, c'est d'actionner les acteurs, c'est-à-dire d'obtenir, on va le voir comment, par un protocole, que l'acteur petit à petit s'engage dans l'action. Marquer, c'est quelque chose de plus subtil et qui est fondamental et que souvent on oublie.
Alors là, pareil, c'est une étude qui a été menée par Robert Vincent Joule à Aix-en-Provence. Je vous raconte l'histoire, c'est très simple. Voilà, vous voyez une petite ruelle calme. Il y a peu de trafic dans cette ruelle. Il y a des gens qui s'engagent dans cette ruelle. Donc, le sujet de l'étude, ce sont des gens qui s'engagent dans cette ruelle. Au moment où ils s'engagent dans cette ruelle, justement, il y a un angle, et en passant cet angle, ils rencontrent une personne qui est en réalité un comparse de Robert Vincent Joule, qui arrive et qui perd un billet de 10 euros et qui continue sa route tout seul. Et donc l'étude consiste à voir combien de ces acteurs de l'expérimentation vont s'arrêter et dire « Monsieur, vous avez perdu 10 euros ». On constate que dans le scénario de base, c'est-à-dire rien ne se passe, il y a très peu d'acteurs qui se retournent et qui disent « Monsieur, vous avez perdu 10 euros ». Les gens préfèrent, je sais qu'il y a toute une discussion chaque fois qu'on dit ça avec tout le monde, on dit « Mais non, mais moi, c'est pas pareil ». Peut-être, en gros, c'est scientifique, en gros, en moyenne, une très forte majorité des gens s'arrêtent, prennent le billet de 10 euros et partent avec. Ensuite, deuxième phase de l'opération, juste au moment où il va rentrer dans la ruelle, l'acteur de l'expérimentation rencontre un gars qui manifestement est étranger, parle, et lui demande son chemin. Ah, je cherche. Et il lui demande où se trouve une pharmacie qui est assez connue. Tout le monde sait que la pharmacie est à cet endroit-là. Donc, c'est très important dans le protocole, c'est une action sur laquelle 100% des gens sont d'accord. Et donc, le gars demande son chemin, l'acteur donne, ah oui, la pharmacie c'est là-bas au fond, et ce qui est très important, c'est que le comparse termine sa phrase en disant « Vous êtes vraiment quelqu'un de bien, je vous remercie beaucoup ». Donc l'acteur continue son chemin, il rentre dans la petite ruelle, et là, pareil, il rencontre l'homme en face, et qui perd son billet de 10 euros, et on constate que plus de la moitié des acteurs va à ce moment-là se baisser, ramasser le billet de 10 euros, dire « Cher monsieur, vous avez perdu 10 euros ». La seule différence entre les deux scénarios, c'est donc le fait qu'on a marqué l'acteur, c'est-à-dire qu'on lui a dit qu'il était un type formidable, et en étant un type formidable, eh ben, il va être formidable pendant les instants qui vont suivre. Donc ça, c'est très important, le concept, on va voir, s'appelle les signes de reconnaissance, c'est très important dans le phénomène. Renforcement, c'est à peu près la même idée, sauf que là, l'idée, c'est la continuité. C'est-à-dire, ce qui va faire que l'acteur va être engagé dans l'action, c'est qu'il va continuer à recevoir des signes de reconnaissance. Donc, l'exemple qu'on peut donner, par exemple, c'est le célèbre exemple de Hawthorne, qui est une usine de General Electric aux États-Unis, pareil, où on a lancé une étude pour savoir si la lumière avait de l'effet sur la productivité des ouvrières. Grosse enquête à l'américaine, donc on met en place le système de mesure, etc. Et on rentre dans le processus et on constate qu'effectivement, quand on augmente la lumière dans l'atelier, la productivité augmente. Alors on teste, on voit si c'est beaucoup de lumière, pas beaucoup de lumière, quelle est la couleur de la lumière, etc. Donc à la fin, les scientifiques publient un truc disant, voilà, on constate que plus on éclaire les ateliers, plus la productivité des ouvrières augmente. À ce moment-là, on change de directeur d'usine pour une raison X ou Y. Il y a le nouveau directeur arrive, bien entendu, il remet en cause ce qu'a fait son prédécesseur. Il dit, mais c'est quand même bizarre. Mais surtout que vous n'avez pas suivi un protocole vraiment scientifique. Si vraiment il y a un lien direct entre la productivité et la lumière, alors donc quand on va baisser la lumière, normalement ça baisse la productivité. Donc on relance le test et on fait baisser la lumière. Et donc là, on s'attend à ce que la productivité baisse. Pas du tout, c'est le contraire. La productivité augmente. Voilà. Maillot, qui est le grand spécialiste de l'époque, ça devait être dans les années 30, s'intéresse à la question, au sujet, et interroge les ouvriers, et il découvre, donc il exprime le fait qu'en réalité, ce qui faisait l'augmentation de la productivité, ce n'était pas la lumière, c'était le regard porté par les acteurs. Le métier des ouvrières dans ces usines d'ampoules n'était pas très très excitant, mais là, dans cet atelier, tout à coup, elle voyait plein de gens formidables, des jeunes, des types qui parlaient bien, qui s'intéressaient à elle, et ben donc c'est ça qui augmentait à la longue la productivité et qui avait peu de limites en réalité. Donc, renforcer consiste à
dans la durée, renforcer les comportements positifs des acteurs. Donc, il y a deux phrases que je vous incite à redire de ce qu'on appelle des leitmotifs, des motos, c'est l'action qui développe l'adhésion. Et deuxièmement, l'adhésion ne s'use que si on ne s'en sert pas. Alors là, c'est typique pour ceux qui ont fait du fundraising pour différentes causes. Ils savent que ceux qui vont donner sont ceux qui ont déjà donné. Hein. Donc, on pourrait penser, on se dit, bon, bah, ça y est, il a donné, bah, il est épuisé, ça y est, on l'a ratissé. Il vaut mieux demander à quelqu'un qui n'a pas donné encore, il y a plus de chances qu'il donne. Eh ben, c'est faux, c'est pas vrai, c'est encore une croyance limitante, c'est le contraire qui se passe. On constate que ce sont ceux qui ont déjà donné qui vont redonner par la suite. Alors, donc, on voit que l'action est fondamentale. Mettre dans l'action l'acteur est fondamental. Ça a beaucoup de conséquences sur les protocoles projets qu'on va mettre en place. Ce qu'on a appelé la participation, obtenir que les acteurs bougent, fassent des choses. Ce que dit Vincent Joule, il dit il y a quand même des conditions à ces actions qu'on veut obtenir. Il y a donc des conditions sur l'action elle-même. Pour qu'elle soit engageante, il faut qu'elle soit visible, par exemple. Donc, on l'a vu sur les bas morceaux, il faut que ce soit clair pour tout le monde que la personne a pris une position. Il faut qu'elle soit explicite. C'est pas peut-être que je vais le faire, non mais si tu le fais, tu le fais pas. C'est irrévocable, bah oui, on veut pas revenir en arrière, c'est clé. Répéter, on vient de le voir. Plus c'est répété, plus c'est fondamental. Et c'est un point qui est assez amusant. Il faut que ce soit coûteux. Plus c'est coûteux, plus c'est engageant. Plus quelqu'un a donné de l'argent, plus il est engagé à en redonner derrière. Qui est quand même contre-intuitif, disons. Et enfin, le deuxième point qu'il donne, c'est la liberté. Il dit, d'où d'ailleurs son concept, ce qu'on appelle la soumission librement consentie, il dit c'est le fait qu'on se sente libre qui fait que l'acteur se sent engagé. Il faut qu'à chaque instant, l'acteur pense que c'est lui qui a décidé et c'est pas les autres, et qu'il est libre de sortir à chaque instant. Ce qui est difficile à convaincre, j'ai essayé de convaincre les télécoms que c'était ça le bon concept, c'était que, alors petit à petit, c'est venu d'ailleurs, petit à petit, maintenant, aujourd'hui, on peut s'arrêter quand on veut, mais en fait, l'acteur est plus engagé quand il se sent libre de partir que quand il est engagé par un contrat qui le coince. On voit que dans ce concept de liberté, ce qui compte, c'est que cet engagement n'est pas issu d'une révolution tout à coup. C'est la révélation de saint Paul sur le chemin de Damas. Tout à coup, Dieu lui apparaît et boum, hop, il change de position. Il était contre les chrétiens, il devient pour les chrétiens. Ça, c'est quand même très rare, au point même qu'on en parle encore 2000 ans après. Mais là, on parle d'engagement, de processus. Donc, l'engagement est en réalité un processus. Et donc c'est ça qu'on va voir ensemble, c'est quel processus suivre. Alors aujourd'hui on utilise un modèle d'engagement qui s'appelle ADKAR. Alors c'est un truc qui a été inventé bien entendu par un consultant américain, mais que je trouve vraiment significatif et intéressant pour nous tous. ADKAR, ça veut dire awareness, ce qu'on appellerait attention en français, attirer l'attention. On commence par attirer l'attention de l'acteur. On parlait des passifs, les passifs se foutent un peu de notre projet. La première chose à faire, c'est d'attirer son attention sur le fait que c'est important. On va voir comment fait-on.
Une fois qu'il a attiré l'attention, qu'il a compris qu'il y avait un sujet, qu'il y avait un problème, ah oui, tiens, c'est un vrai sujet, ah bon, on va parler de son desire. Ah ben, il y a des solutions et j'ai envie de cette solution. Je veux développer desire, en français, désir. Ensuite, la troisième étape, c'est quand on a attiré son attention et qu'on a développé son désir pour la solution, alors on peut passer à ce que lui appelle le knowledge, que j'appellerais le plan d'action. On va dire, bon, maintenant, ok, maintenant, sachant que c'est ça la solution, voilà ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, on est le knowledge, on va se mettre d'accord sur l'action qu'il faut faire. Par exemple, là, c'est cuire les 20 morceaux, par exemple. Ensuite, il y a l'action. Il faut faire, allons-y. Et puis enfin, ce qu'ils appellent le reinforcement, le renforcement. Donc, l'idée c'est, voilà, on va suivre un protocole qui va nous amener à descendre au renforcement, et bien entendu, quand on a un renforcement, on va faire ce qu'on appelle la learning loop, le cercle apprenant, learning loop, qui va nous amener petit à petit à développer notre engagement par rapport à l'action. Alors nous, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que la question, c'est bien entendu, si on attend que l'acteur tout seul trouve la solution, on risque d'être un peu déçu. Alors comment est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est qu'on comprend que l'action, là, il faut qu'on ait une posture qui soit d'alerte. On va alerter, on va benchmarker, par exemple, on va dire, tiens, c'est bizarre, on est quand même benchmarker, c'est-à-dire se comparer par rapport aux autres. On va dire, on va démasquer, on va dire, mais regardez le problème. Voilà. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la menace. Donc nous, on stimule l'acteur et qui va passer, donc il va développer son attention, on va avoir une communication d'alerte. Le désir, quand on voit qu'il, ça y est, il a acheté la menace, alors là, on va l'aider à designer, à concevoir, à comprendre qu'est-ce qui est possible, le champ des possibles. Donc, va ouvrir, et petit à petit, son désir va se développer. Quand il sera pleinement dans le désir, là, il va dire, qu'est-ce qu'on va le pousser à l'action. Et comment est-ce qu'on le pousse à l'action? On va stimuler l'action, stimuler l'action, hein, et l'organiser, la planifier, l'aider à planifier son action. On va le former, bien sûr. Alors, vous voyez que former un acteur qui n'a pas suivi les deux premiers processus, ça sert à rien. Or, il y a beaucoup de change, par exemple, qui sont fondés sur la formation. On forme les acteurs qui ne viennent pas aux formations, ou quand ils viennent aux formations, ne n'écoutent pas parce qu'ils n'ont pas compris à quoi ça servait. Donc, on voit que là, on est dans... Nous devons adapter notre posture à la posture, au niveau de maturité de l'acteur. Où est-ce qu'il en est? Quand on est dans c'est pas parce que on a réussi à obtenir que l'acteur rentre dans l'action qu'il faut se désintéresser de la chose et partir s'occuper de ceux qui ne sont pas encore convaincus. Là, c'est le contraire. Il rentre dans l'action, maintenant, il faut le féliciter, l'encourager, euh, euh, traiter les sujets, traiter les difficultés qui se posent, traiter des difficultés. Ce qu'on appelle piloter par le partage. Piloter par le partage, on va partager les problèmes. Ils vont trouver tout seuls les solutions. Une fois de plus, on n'impose pas les solutions, on les fait découvrir les solutions, c'est eux qui les trouvent. Et enfin, là, on va mesurer le résultat, très important. On va positiver, comme on dit, positiver, voir ce qu'on a appris, apprendre. C'est fou comme il y a certaines personnes qui considèrent que la difficulté, quand ils ont raté quelque chose, ça leur sert à apprendre quelque chose, ou au contraire, quand ils ont raté quelque chose, c'est la preuve que la chose était mauvaise. Bon, c'est une impression. Donc on voit que on va adapter sa posture par rapport à la maturité de l'acteur qu'on a en face de soi. Alors bon, et Atkar est un modèle parfait pour ce qui s'adapte
aux personnes, mais en réalité, ce qui nous intéresse, c'est pas les personnes. Ce qui nous intéresse, c'est l'engagement collectif. Ce qu'on cherche à obtenir, c'est le fait que les acteurs bougent collectivement, ce qu'on appelle donc un engagement collectif. Ce qu'on appelle une sociodynamique. Alors, bon, on a vu une première chose, que ça c'est ce qu'on appelle la stratégie des alliés. Mais on comprend mieux ce qu'est la stratégie des alliés. Il ne s'agit pas seulement de se concentrer sur les gens qui sont acceptables et d'éviter le syndrome de la pie. Il s'agit de mettre en réseau ces alliés. L'enjeu, c'est que les alliés s'engagent et s'engagent pour le projet qui est un collectif. C'est collectivement qu'on va travailler ensemble. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des gens totalement excités qui vont s'entretuer, parce que c'est pas comme ça qu'on réussit les projets. Donc, la stratégie des alliés consiste à mettre en réseau ces alliés. Évidemment, derrière ça, il y a ce qu'on appelle la stratégie des minorités agissantes. Alors, minorité agissante, c'est directement lié au concept sociodynamique. Vous avez compris que face à la segmentation sociodynamique, vous pouvez très bien avoir des gens agissant ici et que finalement les passifs suivent, parce qu'ils sont d'accord. Du moment qu'on traite les sujets et que ça pose pas de problème, eh ben, ils vont suivre. Et donc on voit d'ailleurs sur beaucoup de sujets, on dit ah oui mais les acteurs ne sont pas d'accord. On a fait des sondages et on a montré que les acteurs n'étaient pas d'accord sur un sujet, mais finalement le sujet se fait malgré eux. Et pourquoi? Parce que ce sont des minorités agissantes qui décident, ce qui en soi est pas si mal que ça, parce qu'elles font. On n'est pas dans un système de représentation dans lequel les acteurs sont sur un bouton et pour dire non, vrai, faux, vrai, faux. Non, c'est bien des acteurs qui bougent et qui font avancer les projets. Évidemment, il y a un aspect très intéressant qui s'appelle la stratégie et l'innovation. Alors, qui, elle aussi, incite à mettre en place des protocoles d'innovation. Alors, la stratégie d'innovation, c'est un dénommé Everett Rogers qui a sorti ce schéma qui montre que une organisation adopte une innovation selon un protocole qui est généralement après toujours le même. C'est au début, on a des innovateurs, c'est nous. Alors, on cherche là, donc c'est bon, c'est quelques dingues qui ont trouvé l'idée. La première chose, ils vont se mettre d'accord avec des early adopters. Qui sont les early adopters? C'est dans la vaste majorité des gens qui sont engagés, qui adorent l'innovation et qui adorent tester des nouveaux trucs et qui sont prêts. Et eux, ça les dérange pas que ce soit pas très fini. Au contraire, eux, moins c'est fini, plus ils auront le sentiment qu'ils sont en innovation, qu'ils sont les premiers, qu'ils sont en avance. Et puis petit à petit, on va convaincre l'early majority qui va voir que petit à petit, cette idée elle marche, tiens, les early adopteurs l'ont fait marcher, génial, et donc ils vont petit à petit l'adopter, puis ensuite quand on aura atteint 50% de la masse, on va commencer à mobiliser la late majority, et ensuite ce qu'on appelle les laggards, c'est-à-dire les derniers de la classe qui eux gardent leur carnet à spirale pour prendre des notes au lieu de faire ça sur leur portable. Donc, ce que dit Moore, il dit ici, là, ça c'est un point clé. C'est ce qu'il appelle crossing the chasm. L'enjeu, c'est que mobiliser des early adopters, c'est finalement assez facile sur une idée nouvelle. C'est assez facile. C'est faisable parce qu'ils ne sont pas dérangés par le fait que notre idée n'est pas finie ou qu'elle est discutable. Parce que ce qui les intéresse, c'est le côté innovant de l'idée. Le vrai sujet, c'est quand on passe à la early majority. Parce que la early majority, ça veut dire qu'on a réussi à mobiliser les gens qu'on appellerait des passifs aujourd'hui, qui sont là. Et donc, c'est ce passage-là qui est clé. Et il faut comprendre que, évidemment, les gens qui étaient nos alliés à ce moment-là, ce qu'on a appelé les militants, nos alliés ici, deviennent des problèmes pour gérer les early majority, parce que eux, ils aiment bien tout ce qui est nouveau, tout ce qui va changer, ils veulent améliorer en permanence le truc. Mais attendez, la early majority, elle veut des choses stables,
des choses qui marchent, elle en veut pour son argent. Et donc, petit à petit, on a souvent des problèmes d'acteurs à gérer. C'est ce qu'on a vu dans le diagramme sociodynamique. On a vu que, effectivement, on n'avait pas un type d'allié, on avait plusieurs types d'alliés et qu'il fallait adapter sa posture aux différents types d'alliés. Alors, autre stratégie intéressante, c'est les stratégies de croissance. C'est-à-dire comment je fais pour passer de 50 à 50 000. Parce que 50, on est entre copains, on se connaît, etc. 50 000, c'est un monstre. On se rappelle que quadrillage du terrain, tout groupe de plus de 30 personnes se subdivise en groupes de moins de 30 personnes. Comment va-t-on faire pour transmettre toute cette idée, tout ce qu'on vient de développer, à 50 000 personnes? Et je répète, c'est vraiment un problème de changement continu, parce que effectivement, on ne raconte pas la même histoire à 50 personnes et à 50 000 personnes. Et il faut qu'il y ait une continuité dans l'histoire. On va revoir ça dans les modules suivants. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sociodynamique, c'est le mouvement. Et que donc, dès que c'est fixe, c'est mauvais signe. Il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Et deuxième idée, c'est privilégier les engagés. C'est eux qui font réussir les projets, pas les gens qui sont d'accord. Les gens qui sont d'accord, c'est bien, il faut les garder. C'est bien d'avoir des gens d'accord. Mais ce qui fait que ça va marcher, ce sont les engagés. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous, et donc j'attends vos réactions et vos commentaires. Voilà, à bientôt. Au revoir.